Bon, j'ai peur que ce débat soit très déséquilibré. J'ai fait un test dans la rédaction tout à l'heure d'RMC. Je donnerai le résultat après. Je commence avec toi, Daniel, parce qu'en fait, tu vas être l'arbitre de Bah ce non, mais duel. après Daniel alors. Mais Pourquoi d'abord les deux côtés, Non, les mais demi-temps, et puis après Daniel il arbitre. Mais j'ai envie que Daniel donne ses arguments, sa sensibilité, et vous, après, vous lui tombez dessus l'un l'autre si vous n'êtes pas d'accord. C'est comme ça la logique. Alors moi, Daniel. Fais gaffe Daniel. ben non, mais en fait, j'ai entre la façon que j'avais de voir le foot ado et aujourd'hui, moi j'ai énormément évolué sur plein de choses dans le foot. Moi, il faut savoir qu'ado, dans les années 80, par exemple, je détestais Maradona. Maradona, je l'ai aimé quand il a arrêté de jouer. J'ai compris à rebours parce que pour moi, il représentait quelque chose. Qui n'était pas de la vérité, il y avait le côté tricheur, sale mec à Naples et tout ça, c'était pas réellement ma culture. J'aimais les choses un peu plus proprettes et tout ça. Je l'ai élevé au rang de légende bien plus tard. Et ado, c'était très difficile à notre époque d'aimer l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, tu allais à l'école, en cours d'histoire, c'était les méchants. Le film, tu regardais les films, on regardait tous les films de guerre et tout, faits par les Américains, c'était les méchants. Et sur le terrain, on ne peut pas dire que leur style était dingo. C'était les méchants aussi. C'était les méchants parce qu'en plus, on avait eu 82. Et 82, ajouté à 76, c'était que des souffrances pour moi. C'était à chaque fois un coup de couteau. Donc évidemment que je ne pouvais pas les blairer. Et le virage, enfin, c'est même pas un virage. En fait, c'est juste un rééquilibrage. Repenser à quel point, en fait, ils étaient forts. Ils avaient confiance en eux. Il y avait des très bons footballeurs. En fait, mes yeux se sont ouverts qu'après 20 ans. Et notamment, dans la Coupe du Monde 90, dans justement ce 8e contre les Pays-Bas, que moi j'ai élevé au rang de héros. Gamin, j'avais le maillot orange parce que ça jouait bien au foot. Tu vois, pour le coup, je n'ai pas été élevé dans il faut avoir raison pour gagner. Parce que la finale 78, j'adorais les Pays-Bas, ils ont perdu. Je n'ai pas vu 74, mais on m'a raconté qu'ils étaient plus forts. Donc moi, je croyais. Ils étaient plus forts, mais ils avaient perdu. Ils étaient plus forts, mais ils avaient perdu. C'est ça, c'est voilà. les Pays-Bas. Et puis j'avais peur d'eux en 81, mais la France les avait battus. Donc, en fait, ils faisaient peur. Les Pays-Bas, c'était une sélection, il n'y avait que des bons joueurs. Et puis 88, c'est leur sélection fantastique. Enfin, la récompense. Et puis, on m'avait raconté l'Ajax. Et puis, on m'avait raconté Cruyff. C'est vrai, c'était beau. Les Pays-Bas, c'était beau. Le orange, il était beau. C'était plus romantique aussi. Il y avait un trip romantique, il y avait quelque chose et tout. Alors qu'en fait, après, j'ai découvert non seulement que ce n'étaient pas des bons gars, qu'il y avait une tonne de sales mecs dans cette équipe des Pays-Bas. C'était des types arrogants, prétentieux. Il y a plein de matchs où en fait tu t'aperçois que tu avais les clans. Les clans, tu sais, Van der Sar, c'était en plus un peu des clans ethniques. Ouais, complètement. C'était des clans ethniques, les Pays-Bas. C'était les Surinamés, voilà, donc il y avait pas mal, alors que je continuais à adorer leurs joueurs, que ce soit Bergkamp, je surkiffais, et puis Seedorf, ça a toujours été un joueur fantastique Edgar à mes yeux. Moi, j'avais pas ce côté-là que je les voyais entre eux, tout ça. Et puis ça commençait à m'agacer le côté on est fort, mais soit on gagne pas, soit il y a toujours un truc contre nous. Évidemment. Summum du summum, l'Euro 2000, la demi-finale à la maison contre l'Italie, où là, j'ai tellement surkiffé la leçon qu'on leur a donnée. Non, mais tout ça, c'est construit aussi en 74. Avec Cruyff, je ne sais plus quelle était sa phrase précise, mais il dit en fait, ce n'est pas la plus belle équipe qui a gagné cette Coupe du Monde. Et alors après, mais ça a été finalement. Nous avons gagné les cœurs, c'est ce qu'il avait dit, Cruyff, exactement. Moi, ça a été une pensée qui m'anime encore aujourd'hui. Gagner n'est pas forcément. Évidemment que j'adore ça, mais j'aime aussi le côté romantique de certaines défaites. Une des plus fortes images de foot pour moi, c'est Baggio 94 qui rate. Voilà. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais dire pourquoi l'Allemagne a basculé pour moi. Parce qu'avec le recul... Mais t'as pas fini. Tu fais long, Daniel, là, quand même. Je vais dire pourquoi l'Allemagne a changé à mes yeux. Alors, parce qu'avec le recul, revoir 82, ok, le truc de Schumacher, c'est dégueulasse, ça continue de me faire horrible et tout. Sauf que ce qui se passe après, ce qu'ils sont capables de faire après, mais en fait, on a oublié que juste Rummenigge qui rentre, il fout les jetons à tout le monde. Que juste le but de Fischer, il est incroyable, mettre un retourné comme ça dans une prolongation de Coupe du Monde. Que 86, ils sont encore là. Que déjà, je reviens en arrière, 80, ils gagnent l'Euro, ils se baladent. 82, ils sont encore en finale. 86, ils sont en finale. Et à chaque fois, en fait, c'est l'équipe qui fout les jetons aux autres, qu'ils ont des bons joueurs. 90, ils gagnent, mais ouais. 90, en fait, leur espèce de domination, de puissance qu'ils dégagent,
bah, ça a fini par me séduire. Donc, j'ai aimé ça. Donc Pays-Bas ou Allemagne? Bah, au final, l'Allemagne, ça me plaît bien. Ça me plaît de plus en plus parce qu'en plus, après, ils sont devenus beaux. Même en 2006, même quand ils perdent contre l'Italie, je trouve que c'est une magnifique équipe, en fait. À leur Coupe du Monde, alors belle Coupe du Monde d'ailleurs. Donc maintenant, naturellement, je me tourne vers Kevin, puisque tu as choisi l'Allemagne. Et après, ils sont plus beaux qu'on le pense. Après, et comme Kroos, après, est devenu un joueur que j'ai surkiffé. Après, Kevin prendra une deuxième couche, celle de Polo Breitner. Après, avec une déception infinie pour Feu Daniel Riolo. Ça, je t'ai dit à quel point je les ai adorés. Il y aura un avant, un après. J'adore les Pays-Bas. Il y aura un avant, un après pour toi. T'as choisi l'Allemagne. Mais j'ai l'impression qu'il a choisi sous la pression de Polo. Ouais, c'est vrai. Qui est physiquement plus impressionnant que toi. Moi, c'est un rééquilibrage de l'histoire. On a trop décrié les Allemands. Allez, vas-y, Kevin. On les a trop décriés. Moi, je manque d'objectivité. Bien sûr, c'est un pays qui a beaucoup compté pour moi, mais moi, je pense que les Pays-Bas. Rapport quantité football, je pense que c'est le plus grand pays de football de l'histoire du foot. En fait, c'est le plus grand pays de l'histoire du foot. Ce qu'ils ont en nombre de Coupes d'Europe. Honnêtement, je suis pas loin de penser bien sûr, avant l'arrêt Bosman. Pour un petit pays comme ça. 17 millions d'habitants à peu près. Moi, quand j'y étais, c'était 16 millions d'habitants. Et puis, à 30 ans, c'était 12. Et les coachs. Non, mais moi, vraiment, tu sais, souvent, les gens me disent, mais t'en fais trop avec les Pays-Bas. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, donc tu as 16 millions d'habitants, tu as des aussi gros stades que dans un pays comme la France, par exemple, des villes comme Angers, bien sûr pas le Parc des si le Parc des Princes ce serait l'Arena, etc. Mais l'affluence par rapport à la taille du pays, elle est dingue dans les stades. Alors en Allemagne, il y a aussi une énorme influence, mais en Allemagne c'est plus grand pays, plus de population. Et les Pays-Bas, moi j'y ai été pendant 7 ans et j'ai toujours gardé un lien énorme, mais c'est des scientifiques du foot. La façon qu'ils ont de former les joueurs, je l'ai déjà dit ici, je le redirai, on fera si vous voulez un podcast, la façon qu'ils ont... Ça remonte à Renus Michels, Johan Cruyff. C'est un vocabulaire des pros jusqu'aux amateurs, tout est pensé foot, le vocabulaire, les mots pour le foot, comment tu te retournes, comment tu contrôles, quel pied tu utilises. En Allemagne, tu crois ça? Non, ils sont tellement précis. Et d'ailleurs, si Polo est honnête, avant de lui passer la parole, puisque je pense que l'Allemagne... Moi, c'est insupportable, j'ai lu un article de l'équipe. Moi, j'y étais. Et l'Allemagne... En 70, en 74, non, mais entre 2005 et 2015. L'Allemagne qui s'est réinventée, elle s'est inspirée aussi un peu de la méthode néerlandaise pour travailler. Mais comme elle s'est inspirée de tout le monde. Mais elle s'est quand même beaucoup inspirée du Barça qui a tout pris à l'Ajax. Oui, mais ce côté des Allemands qui venaient pour te coller une tarte et pour te dire c'est moi, arrête de l'ouvrir. L'Allemagne technique s'est inspirée des Pays-Bas. Moi, ça me plaisait. Alors, encore une fois, pause. 1 minute 07 secondes et après c'est à toi. Et vous au 32-16, tu préfères Pays-Bas ou Allemagne? On parlera aussi d'individualité bien sûr, celles qui vous ont tant fait vibrer, que ce soit Van Persie, Robben d'un côté ou alors de l'autre, Gerd Müller, Toni Kroos, Klinsmann peut-être, Oliver Kahn. Reste avec nous. Netzer, Overmars. Oui, Overmars. Reste avec nous à tout de suite sur RMC. Appelez-nous 32-16 pour en parler. Polo, alors. Oui, déjà avant non pas de répéter mais d'expliquer ce que je viens d'entendre, il faudrait peut-être s'expliquer pourquoi il y a une opposition entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Oui, tu as raison. Et ça évidemment c'est la résultante de la Seconde Guerre mondiale. En 1974, il y a un joueur qui s'appelle Van Adegen qui est sur le terrain et qui a perdu, si ma mémoire ne me fait pas défaut, son père, sa mère, ses 2 petites sœurs qui ont tué, je crois que c'est des bombes qui sont arrivées lors des bombardements. Et Van Hanegem, après la rencontre perdue, il est en pleurs et il dit « je les hais », quoi. Je les hais en parlant des Allemands. Après la finale 74. Après la finale 74. Légende de Feyenoord. 30 ans après la fin de la guerre. Là où c'est intéressant, c'est qu'après, ça se transforme évidemment entre le petit contre le grand, c'est-à-dire que l'opposition entre les Pays-Bas et la Nationalmannschaft, même si elle est réelle, c'est surtout enjolivé par les Pays-Bas qui veulent toujours battre le grand. C'est le truc très, très classique du grand pays par rapport au petit pays. On va essayer de disparaître, mais si on peut les taper, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe sur le terrain et comment ça se passe dans les tribunes. Parce que là, c'est pas du côté allemand, c'est du côté néerlandais le problème. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça s'est calmé, cette opposition s'est calmée en 1988 lorsque les Néerlandais ont commencé à gagner. D'ailleurs, il y a quelques années, enfin ça doit faire 15 ans maintenant, Van Basten a commencé à dire, pour nous, c'est réglé,
à partir du moment, l'opposition, la rivalité est beaucoup moins importante parce qu'on a gagné en 88. Le problème, c'est que dans les tribunes, ça continue. Alors, on peut donner des exemples. C'est par exemple Lothar Matthäus qui se retrouve habillé en Asie dans les tribunes lorsqu'il y a des oppositions entre la sélection allemande et les Pays-Bas. Rappelons qu'en 1988, avec la victoire à Munich des Néerlandais, vous avez Koeman qui prend le maillot, qui avait échangé son maillot avec Olofton et qui fait semblant de se torcher le cul. Faut pas l'oublier, ces échanges-là, donc c'est très classe en fait. Le néerlandais, c'est super classe. c'est sûrement des scientifiques. Hein. Mais il faut quand même dire qu'il y en a eu des tonnes des Allemagne-Pays-Bas qu'on comptait, quoi. C'est ça surtout. Entre 74 et après, à l'Euro, en Coupe du Monde, il y en a eu, quoi. Alors, tu as dit quelque chose de très important, c'est qu'évidemment, l'Allemagne post-45, c'est la nation noire du football. Bien sûr. Et c'est pas qu'ils gagnent, c'est qu'ils empêchent les autres de gagner. En 54, quand ils gagnent, évidemment, le miracle de Berne, ils empêchent la Hongrie, la meilleure équipe de l'époque, de gagner. En 74, c'est évidemment la révolution ajaxienne. Je suis en train de donner une leçon à Kevin, là, il a perdu 10 kilos, là. Déjà que c'est un il n'a pas resté beaucoup. Déjà que c'est un squelette, alors, ils empêchent les Néerlandais il n'y a pas de leçon, de gagner en 74. En 2014, ils empêchent le Brésil en demi-finale, etc. Ils vont gagner. Donc c'est jamais raconté d'une façon positive, l'Allemagne. Mais c'est vrai ça. Et en 82, ils empêchent la France de gagner. Ils empêchent la France de gagner, alors qu'ils auraient de vivre son rêve pour la première fois. Exactement. Et donc les Français, tout le monde est pour l'Italie, évidemment, aussi pour une raison d'immigration, etc. Et en 86, ils n'empêchent pas Maradona. Voilà, c'est toujours comme ça. Et en 90, ils regagnent. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est le rapport, après je vais revenir sur le mais c'est toujours, en fait, la nation noire du football qui ne joue pas bien. Alors ça, c'est un truc, moi, ça me révolte. Parce que c'est un peu comme si on avait, pour les jeunes générations, on avait le fabuleux Barça de 2009-2011, et en gros, Manchester United de Ferguson n'existe pas. Ceux qui revoient les vieux matchs des années 70, vous regardez le Bayern, comment ils jouent, c'est pas des peintres, les mecs, quoi. Donc le côté rudesse et tout ça, en fait, il arrive en 82. Ce mythe arrive en 82. Pourquoi ? Parce en 82, tu as une tonne de joueurs, de très bons joueurs dans l'équipe. Oui, mais il faut comparer. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, y compris en Allemagne. L'Euro 80, en fait, il y a encore 5 joueurs offensifs qui jouent en Nationalmannschaft et qui remportent l'Euro 80. Et c'est à partir de 82, d'ailleurs, à tort ou à raison, les philosophes allemands vont commencer à dire, comme par hasard, c'est le retour d'Helmut Kohl, un conservateur, qui va dire que notre football devient conservateur. Mais en fait, c'est donc brutal, etc. En oubliant évidemment qu'en 1980, il y a un match entre les Pays-Bas et les Néerlandais, et vous avez Johnny Rep, idole de Saint-Étienne, qui passe sa vie à foutre des coups de genoux à Schumacher. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on critique Schumacher, mais ils oublient ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que la période, on en revient déjà, l'histoire de Maradona à Barcelone, quand il y avait le match de coupe en Espagne contre Bilbao, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi une période qui est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est Schumacher. Voilà, c'est l'ennemi, hein, y compris en Allemagne. C'est-à-dire j'étais devenu, je me rappelle. Ça veut dire que des coupeurs, il y en avait partout. Il y en avait partout. Oui, c'est vrai que dans tous les footballs, il y avait ça. Oui. Mais la symbolique, c'est le football allemand. Donc là, je prends pas position. Et ensuite, on me parle des joueurs. Dans les années 70, tu avais Overmars. Là, tu peux pas. Tu avais deux numéros 10, Overmars et Gunther Netzer. Enfin, ça va, tranquille. C'est-à-dire qu'en gros, le beau joueur n'existe pas. Beckenbauer, évidemment, était une brute, c'est bien connu. Mais c'est pas grave. Il était le mec le plus élégant. Tu vois la litanie des joueurs néerlandais, fins techniquement, élégance. Mais t'en as plein en Allemagne, mais tu ne les connais pas. Alors pourquoi on les connaît moins ? Mais parce que, encore une fois, la France... Parce que c'est pas leur storytelling. Parce qu'il n'y a pas de storytelling, parce que la France... C'est pas storytelling, Bergkamp, c'est pas storytelling. Ce qui est fabuleux aujourd'hui, mais à l'époque, c'est qu'évidemment, je pense à Sheriff Guémour, je pense à d'autres personnes qui écrivent dans l'équipe, tombent amoureux du football néerlandais, et forcément, quand tu tombes amoureux du football néerlandais, derrière, les autres n'existent pas. Et en fait, tous les journalistes, génération après génération, se passent le truc comme ça sans réfléchir. Ce qui a changé dans le monde, et finalement, si les Allemands, je crois que les premiers à avoir en France commencé à parler de Gunther Netzer Overmars, je crois que c'est SoFoot, il y a plusieurs années maintenant, plus d'une décennie. Ça veut dire qu'on avait oublié ces noms-là. On avait oublié ces noms-là. On les mettait pas en avant. Netzer, il a juste joué au Real, quoi. Mais c'est pas grave. Oui, mais sur les 30 dernières années, quand même, il y a plus de talent côté néerlandais. Moi, je pose pas l'opposition. Ensuite, le problème, c'est que à partir de 88, les Néerlandais, en fait, se calment sur le terrain. Ils ont réussi à gagner leur euro, en plus chez les Allemands, c'était très bien. Par contre, dans les tribunes, c'est toujours le bordel. Et c'est vraiment le bazar, parce que ça continue à être très tendu. Et au début des années 90, la fédération allemande et la fédération néerlandaise se réunissent en disant il faut qu'on arrive à pacifier ça parce que c'est plus possible, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, le cas de cette rivalité n'existe plus en Allemagne.
les Néerlandais n'existent pas. C'est le problème des Néerlandais, et notamment de la presse néerlandaise, qui est quand même plus que sévère. Et j'ai écouté parfois, même si je ne parle pas néerlandais, ce qu'ils racontent de leur sélection dès qu'ils font un mauvais match. Mais ça, aux Pays-Bas, on parle. Alors ça, ils sont mais d'une dureté sur le jeu, parce que eux, c'est carrément, il faut que ça joue. À la victoire, pour eux, c'est pas suffisant. Mais en fait, alors, on pourrait prendre différents jours. Le fameux crachat de Rijkaard sur Fuller, etc. Il y a plein de choses. Mais ça, à la rigueur, par rapport à la grande classe... Un pauvre Valère dans la gueule, il lui met la Coupe du Monde, le 8e. Mais à la rigueur, par rapport à ce qu'a fait Ronald Koeman, c'est rien. C'est de la rigolade, un crachat. C'est tellement classe. Non, mais les Hollandais passent pour des gentils, mais c'est vrai. Pardon, mais c'est faux. J'imagine que tu te souviens forcément du Bordeaux PSV de 88. Exactement. Bah, tu as quand même un mec, donc le frère Koeman, Erwin Koeman, qui rentre sur le terrain, qui le dit, hein, je rentre sur le terrain pour péter Tigana. Exactement. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, ça existait. Mais c'est génial. Le mec qui rentre, il le casse en deux et il est obligé de sortir. Mais Kevin va dire c'est génial, c'est scientifique, sûrement. Mais ça, il n'était pas né. Il se fait même. Mais pardon. Non, mais ce qui est intéressant. C'était pas mal dans. Oui, mais. Oui, mais c'est un batave. Mais ça, on n'en parle pas du côté des Pays-Bas, alors qu'ils étaient capables de faire ce truc. De Jong, en finale contre D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit Erwin Koeman qui rentre pour buter Tigana, c'est un autre mec complètement sauvage. Néerlandais qui le casse en deux. Attends, je vais retrouver ça. Alors, et je finis juste là-dessus. Et d'ailleurs, ça plombe Bordeaux. Là, on parle de football. Mais moi, j'ai joué aux échecs contre les Néerlandais au niveau international. C'est des connards finis. J'ai des copains qui sont, parce que les mecs, ils ont l'impression d'avoir inventé le monde, quoi. J'ai des copains qui sont semi-pro au cyclisme et tout ça. Les seuls mecs qui peuvent pas blairer, c'est les Néerlandais. Mais évidemment, on va continuer à dire que c'est un truc merveilleux. C'est quand même un grand pays. Donc c'est quand même un grand pays de sport. Là, tu généralises. On a les bécasses françaises qui racontent le truc parce qu'ils aimaient pas les Allemands et qui va se continuer de génération en génération. Donc je te pose la question, toi, tu préfères Allemagne ou Pays-Bas? Je rectifie parce qu'en fait, non, c'était. Oui, maintenant je me souviens, c'était Hans Gilaus. En 88 qui crache sur Tigana. Non, il rentre pas, il le casse en deux. Oui, il est obligé de sortir. Il arrive, il lui met le tacle et c'est terminé. Bon.